Bonjour chers amis, aujourd'hui avant de commencer cette petite vidéo on va parler un peu de la situation actuelle. Donc ici nous sommes en semi-confinement, donc c'est pas un confinement vraiment total. Par contre on demande aux gens de rester chez eux, notamment les personnes qui ont des problèmes de santé, qui sont âgées et tout. Donc si je me permets encore de rouler, c'est que tout simplement moi j'ai besoin de la moto pour aller au travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi je prends la moto pour aller au boulot. Et là j'en profite en rentrant du boulot pour aller faire un petit saut quelque part. Et vous parler de cette moto qui est là, qui est tout simplement la nouvelle KTM 1290 Super Duke R. Alors il fait super beau. On va en parler de cette moto. Je vais vous la montrer aussi après. Donc pour commencer, cette 1290 c'est un modèle phare chez KTM. Je pense que vous savez que KTM ne fait plus de sportive. Après la RC8, ils ont arrêté. Leur nouvelle philosophie c'est de faire des super naked. Donc ce sont des super roadsters qui sont censés apporter autant de feeling que les sportives. Et c'est comme ça que bon, la Super Duke elle existe depuis longtemps, hein. Celle-ci c'est la The Beast 3.0. On a eu une 1.0 en 2014, une 2.0 en 2017 et cette fois-ci là on a la 3.0 en 2020. C'est un modèle emblématique, donc comme je disais, chez KTM. Mais pour cette version 2020, KTM annonce près de 90% de changements et on va parler de ces changements petit à petit durant cette balade. On va commencer tout d'abord par l'esthétique. Donc c'est toujours le bureau de designer Kiska qui s'est occupé de designer cette nouvelle KTM. Et il faut avouer que chez Kiska, eux, quand ils font des choses, c'est très acéré, c'est très pointu, comme vous pouvez le voir. Et comme vous le verrez d'ailleurs, sur cette KTM, eux, ils ont un look vraiment spécial. Donc cette 1290, certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Je parle du design. Quand on a vu les protos avant sa présentation à Milan en novembre 2019, beaucoup de personnes avaient dit oh, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir la KTM. En plus il y a eu des photos prises lorsque la moto était en essai, donc elle n'était pas en version finale et tout au niveau du carénage et tout ça. Donc les gens ont vu, certains ont eu peur. Moi j'ai vu, je me suis dit ouais bon, maintenant on va voir ce qu'ils vont faire au final. Et quand la moto a été présentée finalement, il s'est avéré qu'elle était encore plus cool que ce qui était prévu. Enfin, moi je la trouve cool. Maintenant, après ça dépend de chacun. Mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc chacun se fera son propre avis sur la moto. Elle est plutôt... Moi je la trouve jolie avec ses formes très acérées, ses écopes tirées vers l'avant, ces sortes d'ailettes qu'on a sur le côté. C'est super. Je la trouve super jolie. Maintenant ça dépend de tout le monde. Donc on a quelques petits changements, on verra après. Ça c'était juste pour le design complet. On a perdu le treillis tubulaire à l'arrière, on a gagné une nouvelle boucle arrière qui ressemble plus à celle de la 790, mais on en parlera encore un peu plus. Maintenant on va parler un peu de l'électronique. Alors KTM généralement ils embarquent tout et c'est exactement le cas sur cette moto. Donc on a beaucoup d'électronique dessus, des modes de conduite. Sur celle-là il y a juste Rain, Street et Sport. On a aussi une centrale inertielle sur 6 axes.
Donc voilà, elle est bourrée d'électronique. On a le MSR pour le slip regulation, on a le MTC pour le contrôle de traction. On a vraiment pas mal d'électronique sur ce modèle. Et ces électroniques, elles ne sont pas superflues parce que la moto est quand même, elle fait quand même 180 chevaux. Elle est bourrée de patates. Et on a besoin de ces aides électroniques justement pour pouvoir la conduire. Ah, il y a pas mal de monde qui sort quand même. Il fait beau. Maintenant on va passer un peu en revue le moteur. Alors la 1290 est toujours animée par le moteur LC8, c'est sa dénomination chez KTM. Ce LC8 c'est un gros V-twin qui cube 1301 cm3. Il est ouvert à 75 degrés. Il développe donc 180 chevaux, 132 kW et un couple de 14 Nm. Sur cette nouvelle version, KTM dit avoir lissé la courbe pour que dès 2000 tours, je crois, il y a 2000 ou 4000 tours, je crois, il y a déjà près de 10 mètres kg, soit 10 Nm de couple disponible. C'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, à partir de 6000, je crois, le couple, on a 12 000. On a 12 000 Nm. Le rupteur, il est à 10 500 tours par minute. À partir de 9500, on a atteint le couple maxi qui est de 14 Nm. Donc c'est plus la peine de théoriquement de pousser, c'est juste pour les chevaux après. Ce moteur a subi plein de changements. Il a d'ailleurs perdu 0,8 kg. C'est pas beaucoup, vous me direz, mais quand même, c'est un moteur qui date quand même de plusieurs années, que KTM a déjà bien optimisé, et ils ont encore réussi à le rendre, on va dire, un peu meilleur. Donc, pour cela, on va commencer par le haut du moteur. Les nouveaux conduits d'admission ont un diamètre de 56 mm, et KTM a mis des injecteurs à injection par le haut, c'est-à-dire que ces injecteurs sont situés au sommet des conduits d'admission. Ils ont pour but, selon KTM, de faciliter le couple et la puissance à haut régime. Le problème de cette architecture, c'est que KTM a dû revoir la taille de sa boîte à air qui est passée à 2 litres ou 2 litres 5. Cette nouvelle boîte à air, bien sûr, elle a entraîné la perte de la contenance du réservoir qui, au lieu d'être à 18 litres comme sur les anciens modèles, passe maintenant à seulement 16 litres. Ensuite, KTM a retravaillé, pour gagner du poids, KTM a aminci l'écarteur. C'est-à-dire que le moteur a été aminci à certains endroits, là où KTM a vu que c'était possible. Ils ont aussi retravaillé les refroidisseurs. Donc ils ont réussi à gagner du poids. Ils ont amélioré la lubrification en mettant une ligne de lubrification en aluminium. Et tout ça, ça a permis de gagner 0,6 kg. La boîte de vitesse de chez Pankel n'a pas subi de gros changements, à part les matériaux utilisés pour les fourchettes et tout ça. Mais sinon, la boîte a été légèrement remontée, ce qui a permis aussi de remonter l'ancrage du monobras arrière. On va en parler un peu plus tard. Donc ça a été remonté de 5 cm, je crois. Et le point d'ancrage est beaucoup plus proche du pignon de sortie de boîte, ce qui apporte beaucoup d'avantages selon KTM. Donc ce moteur, toujours aussi puissant, mais soi-disant ayant été un peu plus domestiqué.
Il développe 3 chevaux de plus que le modèle de 2017 et c'est quand même une grande prouesse quand on sait que la norme Euro 5 arrive. Et d'ailleurs cette moto est Euro 5 ready, elle n'est pas Euro 5. KTM dit qu'ils doivent encore faire quelques modifications au niveau du boîtier pour qu'elle soit totalement Euro 5 ready. En plus, Euro 5, ça veut dire plus d'ABS super mode, si je ne me trompe pas. Pour le moment, il est encore dispo, mais ça va disparaître. Voilà pour ce qui est du moteur. On va parler maintenant du châssis. Et là, on a pas mal de changements. On a de nouveaux tubes qui sont pris dans la gamme Apex de chez WP. Ces nouveaux tubes ont un diamètre de 48 cm. Bon, il y a une voiture derrière qui me talonne et je déteste ça alors que je connais pas cette route. Et donc ils ont des nouveaux tubes d'un diamètre de 48 cm, de nouvelles cartouches, la fourche est beaucoup plus légère selon KTM. La fourche est plus légère, donc voilà. Ils ont pu y associer... on peut changer ces cartouches pour des cartouches Apex Pro si on veut. Si on veut, j'ai dit, c'est pas obligatoire, mais pour ceux qui vont sur circuit, ça peut être sympa pour eux. Ensuite, on a des T de fourche qui sont modifiés. Ils ont un décalage de 32 mm. Alors, j'ai pas trop compris le décalage. L'angle de chasse est cette fois-ci de 24,8 degrés, je pense. Donc ils ont changé légèrement la géométrie du train avant, ce qui a pas mal d'impact sur la conduite. Voilà, on va le laisser passer parce que sinon il va être énervant lui. À cette nouvelle fourche, on a de nouveaux étriers de frein qui sont toujours puisés chez Brembo, mais cette fois-ci ce sont des Stylema. Et les Stylema, c'est le top du top chez Brembo en ce moment. Ils sont plus légers que les M50. Ils ont réussi encore à gagner du poids par rapport aux M50. C'est comme ça que KTM a grappillé du poids, toujours avec des petits allègements par-ci par-là. Voilà. On a de nouvelles jantes qui sont données pour être aussi un peu plus légères. Lorsqu'on arrive au niveau du châssis, on a un châssis qui a été développé en utilisant la technologie utilisée sur celle du châssis de la RC8, de la KTM RC8. Il ressemble beaucoup au châssis le cadre ressemble beaucoup à celui de la RC8 d'ailleurs, mais ce n'est pas celui de la RC8. Il est tiré de la même technologie, comme je dirais, mais ce n'est pas celui de la RC8. Ce cadre est fait de tubes au diamètre beaucoup plus gros, mais aux parois amincies. Et KTM annonce une rigidité torsionnelle 3 fois supérieure à celle de l'ancien châssis, tout en sachant que le moteur est maintenant une partie intégrante de toute cette rigidité. Et d'ailleurs, le moteur, j'ai oublié de le mentionner, le moteur a vu les points d'ancrage passer à travers le moteur. Sur l'ancien modèle, on avait besoin de support. Maintenant, les points d'ancrage sont directement dans le moteur, ce qui a fait gagner aussi du poids certainement à ce moteur.
Puis on va passer à la boucle arrière. Alors comme je le disais au début, la boucle arrière, elle ressemble beaucoup à celle de la 790 puisque c'est maintenant une boucle arrière en aluminium. On a perdu le cadre treillis qu'on avait, la boucle arrière en treillis qu'on avait sur le modèle 2017. Moi je le trouvais plutôt sympa, mais bon, là-dessus c'est plus léger. Donc KTM a fait une boucle arrière en alu, mais coiffée d'une coque en composite. Cette coque est très légère, elle fait 900 grammes et KTM annonce que celle-ci peut supporter un poids de 900 kg. J'essaierai de vous le montrer dans les vidéos, mais c'est très beau à voir. Ça a un petit reflet un peu brillant et tout, c'est vraiment pas mal. L'arrière est beaucoup plus effilé d'ailleurs, grâce à certainement à cette boucle arrière en alu, c'est beaucoup plus effilé. Mais bon, moi j'aimais bien le treillis apparent de l'ancien modèle. Maintenant, vous savez, celui-là il est pas moche du tout. Donc voilà pour cette nouvelle 1290. Elle a perdu 6 kg par rapport à l'ancien modèle. Elle est maintenant à 189 kg par rapport aux 195 kg du modèle 2017. Personnellement, bon, je sens pas trop de différence ni quoi que ce soit. Voilà, la moto est très maniable, elle est légère quand on est dessus. Moi je fais, il y a encore de la neige par ici, je fais 1,67 m et la moto, il faut savoir qu'elle est très haute, hein. La hauteur de selle est à 835 mm, 83 cm et demi. Et pour les petits gabarits, c'est quand même, c'est pas compliqué, mais je veux dire, il va falloir faire attention parce que quand je m'arrête, moi, je suis sur la pointe des pieds. Je suis vraiment sur la pointe des pieds, c'est pas évident, mais ça va, ça passe. Moi, je m'arrête, je la penche d'un côté, et puis voilà, je la laisse là. Donc, c'est pas grave, hein, c'est pas grave en soi, donc je fais gaffe. C'est juste à l'arrêt, quand on la manœuvre à l'arrêt, là par contre, ouais, il faut faire un peu attention parce qu'elle est, comment dire, elle est lourde, elle est quand même un peu lourde avec le plein et tout, donc il faut faire attention. Il faut pas avoir honte comme moi de descendre de la moto et d'aller de la pousser et tout, parce que moi je peux pas la pousser en reculant, en étant dessus, parce que j'ai que la pointe des pieds qui touche le sol, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, voilà pour la petite présentation de cette moto. Je vais continuer, je vais faire demi-tour je pense, et puis on va revenir. On va se trouver, j'ai vu un petit endroit sympa tout à l'heure où on pouvait s'arrêter, donc on va retourner là-bas. On va s'arrêter là-bas. Et puis on va faire je vais sortir le portable pour vous faire quelques vidéos de l'extérieur de la moto. Maintenant j'ai peut-être loupé des trucs. Si vous voyez que j'ai loupé des trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis après, je sais que beaucoup d'entre vous ont certainement déjà regardé toutes les revues et ont déjà lu tout ce qui avait été écrit, toutes les données, ils connaissent à peu près tout. Moi, qu'est-ce que je peux dire de plus? Les étriers Brembo, c'est des étriers à 4 pistons à l'avant, en fixation radiale, qui pincent des disques flottants de 320 mm. À l'arrière, on a un disque de 240 mm. Ça freine super bien. On en parlera après la présentation de la moto, quand je vous parlerai un peu de mon ressenti sur cette nouvelle Super Duker. Donc pour le moment, je vais rouler un peu, tranquillou, en espérant qu'il n'y ait pas encore une autre voiture pour me pousser derrière. Et puis je vous reprends sur le téléphone plus tard. Je vous laisse profiter de la balade dans ce paysage qui est super. Hein, malgré le confinement, il y a encore pas mal de gens qui sortent marcher et tout. Donc on se revoit tout à l'heure. Allez.
À plus.
Salut. Salut. Donc, comme je vous le disais précédemment, pendant que je roulais, voici cette fameuse KTM 1290 Super Duke R. Il y a juste une option dessus, il s'agit d'échappement. 180 chevaux, 14 Nm de couple. Une gueule, bah voilà, après ça dépend de chacun, mais moi personnellement j'aime bien la gueule qu'elle a. Je trouve qu'elle est superbe, comme je disais. Kiska, ils sont très sollicités en ce moment, le bureau, et ils font des super trucs. Alors vous pouvez voir, elle est dans le coloris orange et bleu, pour rappeler les couleurs de la marque autrichienne en compétition, et sincèrement elle est super belle comme ça, je trouve. Beaucoup mieux qu'en noir, même si en noir elle est pas mal non plus. Mais ce bleu, vous voyez, plus je tourne autour, il a des reflets, il est un peu métallisé, on va dire. Ça rend super bien. Donc on va repasser un peu tout ça en revue. Je me suis pris déjà des bestioles. Là. Donc toujours ce LED à l'avant, mais qui a été changé. Comme vous pouvez voir, il y a une grosse entrée, déjà pour refroidir les LED, mais aussi pour l'admission dynamique qui se trouve maintenant là. Au lieu d'être sur chaque côté, sur les flancs, maintenant l'admission dynamique se fait entre les LED. Donc ça refroidit les LED, l'air se réchauffe, il passe par l'admission dynamique avant d'aller dans la boîte à air. On a toujours des suspensions full réglables avec des tubes séparés à l'avant, compression et rebond avec les réglages qui vont bien par-dessus. Et ces tubes sont toujours fournis par WP, mais dans la gamme Apex. On peut remplacer les cartouches, comme j'ai dit, pour des cartouches sport. On a l'amortisseur de direction qui est toujours là. On ne le sent pas trop, il est un peu mou. Les freins Brembo, donc 4 pistons en position radiale, plus léger que les M50, les disques flottants de 320 mm, on peut les voir, 2 disques à l'avant, le pneu S22 des Bridgestone, donc celui à l'arrière a été spécialement développé pour la Super Duke R en 200, 120 à l'avant, donc vous voyez. Alors j'aime bien ces écopes latérales, je trouve qu'elles lui donnent de la gueule. C'est pas vraiment des grosses ailes, mais quand même, elles ressortent bien. Le réservoir a perdu 2 litres, donc en raison des injecteurs qui pulvérisent depuis le dessus du conduit d'admission. On a donc une boîte à air qui est majorée, qui fait 2,5 litres. Le gros châssis, le gros cadre avec ces tubes. Les tubes sont de section beaucoup plus grosse, mais apparemment ils sont plus minces aussi. Vous voyez comment le moteur est ancré dessus, directement les tubes passent dedans, et comme je disais, on voit la fixation du bras arrière qui a été remontée de 5 cm et qui est beaucoup plus proche du pignon de sortie, et avec ça l'angle justement que prend le monobras arrière est beaucoup plus grand. Et ça empêche la moto de squatter, parce que l'ancien modèle avait tendance à se poser sur l'arrière, et sur ce modèle c'est censé être parti. En dessous on voit la biellette qui fait maintenant le lien entre l'amortisseur arrière, qui a une course beaucoup plus longue, et on voit d'ailleurs les bonbonnes, la bonbonne séparée, en fait il y en a deux, une pour l'huile et une pour je sais plus quel produit, totalement réglable aussi, et qui, vous allez voir de l'autre côté, dispose d'une molette de réglage pour la précharge. Donc on a un monobras qui a été rallongé, c'est toujours aussi sublime. L'arrière, ce porte-plaque, moi je le trouve très moche, il va falloir rapidement le remplacer pour
pour un truc plus court et plus joli. On a le gros Akrapovic qui est pas très bavard, c'est plutôt confiné, il fait pas beaucoup de bruit. Mais bon, c'est déjà ça. Et puis on peut plus retirer les chicanes, bien sûr. Ça, depuis la 790. Pour montrer, les repose-pieds, ils sont réglables. Il y a 2 positions. Il suffit de dévisser, hop, de changer la position et puis de resserrer. Voici la molette pour le réglage de la précharge à l'arrière. Les tubes d'échappement, alors ils ont un diamètre majoré, ils sont passés à 60 mm pour faciliter l'écoulement des gaz d'échappement. On a un catalyseur en dessous qui est double, c'est un double catalyseur. La boucle arrière, alors comme je vous disais, elle ressemble beaucoup à celle de la 790 en aluminium, et on a ici cette partie en composite qu'on peut voir là. Moi j'ai retiré les cale-pieds arrière vu que je roule seul. Et vous voyez, je ne sais pas trop si on le voit à la caméra, mais ça a un reflet, c'est un mélange de carbone et je sais pas quoi. Bon. On repart sur l'avant, on va voir un peu les commandes. Cette fois-ci elles ont changé. Toujours rétro-éclairé avec le bouton C1, C2 qu'on voit sur le dessus, Custom One, Custom Two, qui permet de régler directement certains settings, donc on peut y aller directement sans avoir à chercher par le menu, c'est pas mal. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Je trouve que c'est plutôt joli. Là, ça a un aspect aussi beaucoup plus moderne, beaucoup plus futuriste. On a toujours le cruise control, les poignées qui sont, les manettes qui sont toujours réglables. Petite séquence de démarrage plutôt sympa. Et après, allumer, comme je disais, la traque. De toute façon, elle est en rodage, pas plus de 6500, on verra plus tard. Devant le feu de jour, toujours aussi sublime, pour être bien vu sur la route. Voilà pour ce qui est de la présentation, je pense, de cette nouvelle Super Duke R. Alors elle est disponible en concession, vous pouvez aller l'essayer. Moi je vous invite à aller l'essayer pour vous faire une idée. Comme je disais, je fais 1m67 et l'hauteur de selle est vraiment haute. Mais bon, ça ne me dérange pas. Après, tant que je n'ai pas à manœuvrer comme un malade, ça passe. 189 kg, 180 chevaux. 9 kg à sec, 189 kg à sec, 189 chevaux. Une jolie bête, pour ceux qui aiment. Donc maintenant, on va passer... on va repartir, et puis je vais vous parler de la sensation de pilotage, de conduite dessus. Allez, à toutes. Bon, chers amis, on est reparti pour la descente. Espérant qu'il n'y ait pas encore un autre idiot qui vienne nous coller l'arrière, là. Je déteste. En même temps, on va en profiter pour parler justement du feeling sur cette KTM. Alors cette nouvelle KTM Super Duke R. Déjà, pour vous dire, moi je sors de plusieurs années sans moto. 2 années sans moto où avant je roulais sur une petite KTM Duke 200. J'avais fait de la moto avant en 2004 à 2008 sur une Hornet. Et puis j'ai décidé, c'est pas que j'ai décidé, mais j'ai arrêté la moto en rentrant chez moi. Donc j'avais arrêté la moto. J'ai décidé de m'y remettre en 2008. Non, pas en 2008, mais en 2016, j'ai décidé de m'y remettre. Et pour ça, j'ai pris une petite KTM Duke 200 pour reprendre toutes les bases, le pilotage et tout. Et donc, je l'ai revendue il y a 2 ans. Et à la place, j'ai plus roulé en moto du tout.
Et là, tout de suite, j'ai sauté sur une 1290. Alors ça va répondre en même temps au débat que les gens font souvent en disant ouais mais une moto de 180 chevaux, 200 chevaux, ça sert à rien, c'est inexploitable et tout. C'est sûr que pour l'exploiter à fond, il vaut mieux aller sur un circuit. Moi, j'irais peut-être faire des track day un jour, si j'en ai envie, pourquoi pas. Ça peut être une expérience sympa pour améliorer son pilotage. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, tout ça, c'est une question de maturité, je pense. Quand on est responsable, quand on sait que voilà, on roule sur un truc qui fait 180 chevaux, 200 chevaux, qui peut sacrément vous satelliser, qui peut surtout vous faire très très mal, bah, il faut pas être con non plus. Et puis il faut juste voilà, être bien dans sa tête. Sinon pour la vie de tous les jours, bah, ça se passe bien. C'est sûr que la moto par rapport à la mienne, elle fait presque 6 fois plus de cylindrée. Elle fait presque 7 fois, voire 9 fois plus de puissance que l'ancienne, que ma petite 200. Oups. Mais voilà, il suffit juste d'être bien dans sa tête et puis voilà, rouler quand on a peur. Bah, moi là par exemple, je connais pas du tout ce chemin. Je viens de le prendre. Donc à l'aller, j'étais un peu encore... voilà, je tâtonnais beaucoup. Là, je tâtonne encore. Mais en plus, c'est la descente. Mais sinon... bah, je commence à m'amuser. Je commence à trouver un bon feeling. Ça commence à être sympa. Et pour parler justement de cette moto, bah ça va. Je vais vous dire un peu ce que j'aime pas. Bon, j'aime le look, j'aime le moteur, même si on en reparlera dans les j'aime pas. J'aime le look, j'aime comment elle est, j'aime le feeling dessus. Elle fait plus de 200 kg avec les pleins, mais quand on roule, c'est génial. Là, je commence à mettre un peu plus d'angle et tout, et je trouve que c'est vraiment super. On sent bien la moto qui est stable. Sur ma petite 200, bah voilà, c'est une petite 200. Des fois quand je prenais des virages, j'avais l'impression que j'étais sur un vélo, un VTT lancé super vite, et j'avais un peu peur. Ah, là les gars ils commencent un peu à limer là. Mais sinon voilà quoi, elle est bien, elle vibre un peu. On a des petites vibrations dans les cale-pieds, mais c'est des vibrations très agréables. C'est surtout que voilà, le twin il est en train de vivre et il vous le fait savoir. Donc c'est juste à vous de comprendre que c'est un gros V-twin, ça se conduit pas en dessous de 2000-2500 tours par minute, sinon elle aime pas. Ah, tiens, il dit que je suis sur la réserve. C'est peut-être parce que je penche en fait, et voilà. Ouais, je crois que c'est parce que je penche. Normalement, je devrais pas être sur la réserve. Et sinon, elle s'emmène super bien là. Là, je commence à avoir confiance. Ouais, ouais, par rapport à la montée de tout à l'heure, c'est pas du tout pareil. Hein. Là, je commence à avoir confiance en la moto. Je commence à sentir. Alors, un truc que KTM a aussi voulu optimiser, c'est justement le feeling. Parce que beaucoup de pilotes se plaignaient qu'il n'ait pas de feeling, pas de retour d'information au niveau du train. Et moi là je le sens très bien, ça marche super bien. Ah, elle a peut-être voulu me laisser passer, oh, c'est gentil. Donc c'était le feeling, il voulait refaire passer le feeling, que les gens ressentent un peu plus le train avant, parce que ça avait été critiqué sur l'ancien modèle, comme quoi le train avant n'était pas très informatif. Mais moi, j'ai aucun souci, je sens le train avant, je sens qu'il est impérialement placé. C'est bien, ça commence à me mettre en confiance, et d'ailleurs je me demande si je vais pas me refaire une montée là tout de suite. Histoire de bien en profiter. Ouais, je crois que je vais faire ça. Parce que là, je commence vraiment à m'amuser dessus. Donc comme je disais, il y a des petites vibrations, j'aime le look. Après c'est sûr que si on n'aime pas, on va pas la prendre. J'aime la position de conduite, je suis un peu sur l'avant, pas trop. J'ai beaucoup de place pour bouger mes fesses. Ça va, c'est sympa.
Donc voilà, qu'est-ce que j'aime encore, le côté bestial du moteur. Bon, en même temps, je vais pas pousser à plus de 6500 tours minute. Mais ouais, voilà, ce sont les choses que j'aime sur la moto. Ce que j'aime pas, ben, c'est un peu ce moteur. Je sais pas si après le rodage ça va passer, mais je trouve qu'il manque encore d'un peu de souplesse. Mais bon, après il faut pas tout demander non plus au V-twin, hein. Parce que je pense qu'il pourrait avoir un peu plus de souplesse à bas régime. Ouais, non, on va dire que c'est juste que c'est voilà, c'est un gros V-twin, il faut s'y adapter. Ce que j'aime pas, c'est tous les frais additionnels que KTM demande. Ça, vraiment, ça me saoule. 495 €, je pense, pour le quick shifter, pour une moto de ce prix. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort et le mettre d'origine, quoi, parce que là, c'est abusé selon moi, hein, c'est vraiment abusé. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce que j'aime pas aussi? La position, c'est vrai que c'est bien quand on est en mode un peu attaque. Après, quand on veut être relax, pour les petits comme moi d'1m60, 1m67, on doit chercher loin les commandes. Mais maintenant, la position, le guidon, il est réglable, donc on peut le faire reculer vers soi si on veut. Ça dépendra que de nous. KTM préconise la position avant, surtout quand on roule sur circuit. Donc voilà. Les vibrations, on les sent. Là, je suis à 4500 tours, je sens des vibrations. Le vent. Alors, on dit que les roadsters n'ont pas de protection, que voilà, on se bouffe tout le vent. Je sais pas si c'est à cause de ma petite taille et du fait que je sois légèrement penché vers l'avant, légèrement, mais quand même beaucoup. Je sens pas trop le vent. De face, sur le torse, oui, un peu. J'ai pas fait d'autoroute avec encore. Je vais certainement aller en faire pour voir. Mais sinon, non, ça va, c'est pas gênant, je trouve que c'est agréable. Donc voilà, pour cette petite présentation de la Super Duke R 2020. J'espère que vous aurez apprécié. Maintenant, si vous voulez, si vous avez des questions, ben, je vous invite à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Moi, je repars pour une petite montée là, histoire de voilà, confirmer un peu le feeling qui commence à se poser. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.